Alors, musicalement, l'album semble assez varié. Certains titres rappelant votre passé et d'autres incluant des éléments nouveaux. Donc, le Bal des Ombres peut-il être considéré comme un album de transition entre l'ancien et le futur Manigance? Oui, Lionel, qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je pense que oui, effectivement, d'une certaine façon. À partir du moment où le line-up a changé, que le style évolue et se modernise, pour moi, dans l'idée, c'est de rester dans cette continuité-là et de développer un style plus actuel, plus moderne. Et je pense que c'est la direction que prend le groupe avec cet album. Ok, donc si vous le voulez bien, nous allons un petit peu survoler votre carrière avant de revenir à votre actualité. Avant Manigance, François Merle, vous aviez fait partie de Killers avec Patrick Soria. Donc, pouvez-vous nous dire quels souvenirs vous gardez de votre passage dans le groupe et nous parler du seul album que vous avez enregistré en commun, Les Cités Interdites? Alors, quel souvenir? Alors déjà, juste, je suis du Pays Basque, moi, à la base, donc Killers, je l'ai vécu en tant qu'adolescent au lycée, et c'était le groupe que tout le monde suivait quand on voulait commencer la guitare. Donc quand je suis rentré dans Killers, c'était un aboutissement de la sortie de ma adolescence à début adulte, et vraiment jouer dans un vrai groupe. Donc on était vraiment des copains, c'est là où j'ai connu vraiment l'esprit vrai groupe, avec des gens qui partagent tout au-delà de la musique. On a fait beaucoup de concerts avec, bon, c'était Bruno Dolidi qui était le leader. On a eu l'héritage des anciens, et il fallait un peu comme Karine et Lionel faire le V2, la version V2 de Killers à l'époque. C'était pas facile, mais moi j'ai beaucoup appris, c'est là où j'ai commencé, j'ai eu mes premières formations en son en fait, c'est là où j'ai beaucoup appris avec Bruno. Et du coup on a été dans des très beaux studios, on a fait pas mal de choses. Avant qu'il y ait Patrick, il y avait un autre batteur qui est un de mes meilleurs amis, et du coup Patrick est arrivé. Cités Interdites, ça a été pour moi un album qui est le plus Manigance dans l'âme par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, de Killers. Je m'étais beaucoup investi sur la reprise de l'Aigle Noir ou sur d'autres compos à l'époque, et j'en garde un très bon souvenir, et on a tous de bonnes relations. J'en suis parti à l'époque parce que c'était plus mon style, et puis j'avais des contraintes familiales. Mais ouais, ça a été une belle histoire là. D'accord, donc Manigance se forme donc en 1995 et un premier EP Signe de vie sort en 1997. J'ai lu que Stéphane Lacoude, votre bassiste, faisait partie du groupe à l'origine avant de laisser sa place à Marc Dufaux. A-t-il néanmoins été impliqué dans cette EP? Oui, il a participé au compo. À l'époque, on a monté. En fait, le groupe à la base, Manigance, c'était un groupe de reprise. Moi, je suis sorti de Killers, du coup, j'avais vraiment envie aussi de faire un peu des chansons moins axées sur la compo. J'avais fait ça pendant des années. Donc, Stéphane était avec nous, et à un moment, on a commencé à recomposer parce que ça nous grattait. Il était là dans la salle de répète. Et puis, il a décidé de repartir avec son groupe initial avec qui il était, qui avait des opportunités. Du coup, oui, il a participé au compo, mais il n'a pas enregistré. Le premier album, c'est un copain qui avait fait les parties de basse à l'époque. D'accord, donc en 2002, vous sortez donc le premier album Anjou Démon. Bruno Ramos entre dans le groupe. Pourquoi 5 ans d'attente entre l'EP et l'album? Alors, pourquoi 5 ans d'attente? Alors déjà, il y a eu un gros changement, c'est que le guitariste initial qui s'appelait Vincent Mouillin, qui était un très bon copain, est décédé. Donc il y avait aussi beaucoup de musiciens qui étaient intermittents dans Manigance, donc ça c'était problématique pour arriver à se voir. Et donc à un moment, avec le décès de Vincent, on a un peu remanié l'équipe. Didier, le chanteur, faisait du bal, il arrêtait le bal, etc. Donc on a eu du mal à avoir une équipe qui pouvait passer plus de temps sur le groupe, et ça a fait partie de ces 5 ans-là. Après, la deuxième chose, c'est qu'à l'époque, on a monté le studio, donc ça nous a pris du temps. C'était chez moi, donc j'ai déménagé, on est vite en loc, on est parti dans une maison, on a monté le studio. Moi, j'ai dû apprendre tous les rudiments de l'enregistrement. Et une fois que ça a été fini, il a fallu trouver une maison de disques et après donc avoir un contrat, et donc c'est là où on est arrivé en 2002. Mais jusque là il y a eu plein de choses qui étaient faites, mais on n'était pas finalement suffisamment connus. L'album était prêt, et donc à l'époque c'est NTS qui nous avait signé. Ça a pris du temps pour qu'on rentre dans le planning de NTS aussi, parce qu'ils étaient allés Stratovarius, Sandra et tout ça. Donc voilà, c'est le cumul de tout ça.
D'accord, donc c'est à cette époque-là que je vous découvre. J'ai pu vous voir à Montpellier avec Udo, puis avec Freedom Call. Et ensuite, en 2004, pour la tournée d'un autre sang aussi à Montpellier, avec Adagio et à Lyon aussi avec Stratovarius. Et donc voilà, est-ce que vous avez un souvenir particulier de ces shows de l'époque, une anecdote? Alors, une anecdote, oui, j'en ai une. On avait fait donc. Alors, la première, j'en ai deux même. La première tournée avec Freedom Call, nous, c'était la première fois qu'on montait dans un bus, c'était un peu un aboutissement. Et à la fin de la tournée, c'est des Allemands, on s'était bien entendu. Même ça a été compliqué au début, parce qu'ils sont un peu rigides, rigoureux, et nous, on l'était pas du tout. Donc, au début, ça a un peu chisté. Mais à la fin, on se faisait des matchs de foot avant les concerts, quand il y avait un peu d'herbe, et ils nous ont fait une fête bavaroise dans le bus pour fêter notre départ, avec des petits drapeaux, etc. Donc ça c'était pour la tournée avec Freedom Call, et puis la tournée avec Adagio, bon, c'était une tournée française, et au dernier concert, on voulait leur faire un truc, et bon, moi j'étais à l'école, dans les écoles, on a toujours des conneries qu'on fait à la sortie d'école, du coup ça m'est venu, on s'est acheté des dessous féminins, on s'est pointé sur scène en culotte et en soutif, pendant qu'ils jouaient, et là ils ont été complètement perturbés, et ensuite on s'est marqué Adagio sur les fesses, on a monté dans les tribunes, on a baissé nos pantalons. J'ai vu les photos. Il existe des vidéos, des photos de... Il y a des photos, ouais. Il y a des photos. D'accord. Donc, alors, Karine, si j'ai bien compris, c'est à cette époque que vous arrivez dans l'entourage du groupe, et dans un stand ou en poussant des flight cases. Voilà, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu Ben en fait, effectivement, mon mari et moi, on était fans du groupe. Et du coup, on a commencé à aller au concert. Et puis, pour la sortie d'Un jour démon, en fait, François nous a invités à la release party. Et c'est là qu'on a commencé à se connaître un peu mieux. Puis, voilà, finalement, on est devenus potes, puis amis. Et évidemment, on a été leur donner un coup de main voilà, pour tout ce qui était organisation autour des concerts, en fait. Et puis, finalement, voilà, j'avais fait un bœuf avec son beau-frère pour son anniversaire, enfin, pour l'anniversaire de François. Et François avait entendu, j'avais fait une reprise d'ACDC, Highway to Hell, et avait entendu ma voix un peu rock en fait. Et du coup, c'était resté dans son esprit. Et quand il s'agit de changer de chanteur, et qu'ils sont passés d'une voix masculine à l'idée d'une voix féminine, ils m'ont dit on va faire des essais avec toi. Voilà, puisqu'on te connaît. Et j'avais fait après une petite participation sur l'album précédent dans Face contre Terre. Ouais. Voilà. D'accord, donc en 2006, c'est L'ombre et la lumière. Sur cette tournée, je vous ai vu à Lyon en ouverture de Dragon Force. Et j'avoue avoir été un petit peu déçu. Je me suis aperçu que Florent Thaïlandien n'était plus là. Et même si ça jouait, j'ai senti que le groupe était un petit peu absent. Est-ce que vous êtes d'accord et est-ce que vous pourriez revenir sur cette période? C'était où? À Lyon, au Transborder. Ah oui, alors à Lyon, c'était vraiment pas le moment. D'accord. Ce qui s'était passé, c'était que du coup, avec Dragon Force à Paris, ça s'était pas du tout bien passé pour des problématiques de balance avec le tourneur anglais. Et donc c'est parti un peu on s'est pris un peu les pieds dans le tapis, ça s'est pas bien passé. Moi, j'ai pas bien réagi non plus, donc j'étais un peu énervé par rapport à tout ça. Et du coup, je pense qu'à Lyon, on était dans le lendemain de tous ces événements et que ça s'est ressenti, voilà, pas plus que ça, quoi. D'accord. Donc vers 2006-2007, après 4 ou 5 années bien remplies, vous vous accordez un long break. J'avais lu à l'époque qu'une bonne moitié du groupe avait besoin de souffler. Est-ce que vous êtes néanmoins resté actif durant cette période? Actif, plutôt pas mal, puisqu'en fait, quand on a sorti l'album derrière, je crois qu'il y avait 15 morceaux, donc on a continué à composer. C'était les prémices, c'était les prémices de ce qui est arrivé plus tard. C'est que il y avait des gens qui étaient essoufflés, le marché de la musique métal en France avait changé. Au début, on faisait un album, on partait en tourbus, là on ne partait plus, il fallait sacrifier beaucoup de week-ends, beaucoup d'énergie pour peu de concerts. Toujours garder envie, toujours se dire que ça ne changeait rien, qu'on allait s'adapter. Donc là, ça a demandé déjà un peu sans vouloir trop comment dire,
pas s'engueuler, mais en tout cas, on n'était pas tous d'accord sur les objectifs. Il a fallu que chacun prenne un peu d'air pour se retrouver après sur la non-récidive. Voilà. D'accord, donc en 2011, voilà, donc vous sortez Récidive, suite auquel le bassiste Marc Dufaux et le batteur Daniel Puilo quittent le groupe. Donc les raisons de leur départ, ça rejoint un petit peu ce que vous venez de dire. Oui, voilà, c'était un peu assez de ce qui se passait, moins d'opportunités pour jouer, je pense, que bon, le mieux, ça serait de leur demander à eux, mais globalement c'est ça. D'accord. Donc en 2014, c'est l'album Volte-Face, où Stéphane Lacoude vous rejoint à nouveau. Et lors de cette tournée, vous avez participé à l'émission Une dose de métal. Alors, est-ce que vous aurez une petite anecdote sur ce passage Une dose de métal. Donc, c'était avec Deep Purple, avec Ian Pace. Donc, on nous appelle, on dit le lundi, on dit jeudi, vous êtes à Paris pour jouer. On est tous au boulot quand même. Donc, on prend une journée de congé, on part, on dort 3 heures. On arrive là-bas le matin, ça tournait le matin avec. C'était une sorte de taratata, mini, avec 10 personnes devant nous assises, tout ça, et Ian Pace derrière. J'ai quand même l'impression, quand t'as dormi 3 heures, ça va pas être facile. Et on s'en est plutôt pas mal sorti. Et puis moi, comme j'étais, je suis un basque hollandais, j'ai amené en foie gras une bouteille de vin blanc à Ian Pace. Et j'ai entendu dire qu'il s'en était bien occupé.